Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Netflix dans laquelle je vais vous parler de 3 films à voir au mois de septembre. Donc 3 films que j'ai déjà vus et qui m'ont plu. Enfin, un peu moins parce qu'un peu trop prévisible, mais 2 qui m'ont vraiment bien plu. Tout d'abord, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Si ce sont les vidéos Netflix qui vous intéressent, bien je les classe dans des playlists, donc une playlist Netflix, et j'en sors une tous les 15 jours en moyenne. Bienvenue aussi à tous mes nouveaux abonnés et merci à tous les autres de m'être fidèles, de continuer à regarder ces vidéos. Le premier film que j'ai vu, qui est un film que j'ai vraiment adoré, c'est Crimson Peak, qui est un film écrit et réalisé par Guillermo del Toro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Guillermo del Toro, c'est un style particulier, c'est comme Tim Burton, on aime ou on n'aime pas, mais on le reconnaît directement. Guillermo del Toro, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Il a d'ailleurs fait La Forme de l'eau, qui est un film magnifique, avec une histoire vraiment magnifique, super bien réalisé, que j'ai vu au cinéma, que j'ai vraiment adoré. J'attends qu'il soit sur Netflix pour pouvoir vous en parler. Et Guillermo del Toro, c'est un style que j'adore, légèrement, enfin c'est un style gothique, parfois même un peu steampunk, mais plus gothique, enfin pas dans La Forme de l'eau. La Forme de l'eau, c'est encore différent, mais on reconnaît vraiment sa patte et il y a toujours quelque chose de particulier qui fait que moi j'accroche. Donc ce film-ci, Crimson Peak, c'est un film qui se passe en 1901 à Buffalo, donc c'est une romance horrifique. Donc c'est un film romantique avec des passages d'horreur, gothique. J'avais même un peu pensé steampunk quand je voyais un des personnages avec ses machines, et c'est vraiment cette ambiance gothique steampunk. Et c'est l'histoire d'Edith qui vit dans une famille riche en fait. Sa maman est décédée, elle vit avec son papa qui est un riche industriel et elle est romancière en herbe. Elle adore écrire, elle adore raconter des histoires, donc elle passe sa vie à écrire. Enfin, elle est jeune, hein, donc elle n'a rien d'autre à faire puisqu'elle vit sous le toit de son papa et grâce à l'argent de son papa, j'ai envie de dire. Et un jour, elle rencontre Thomas qui vient proposer une nouvelle machine à son père. Enfin, il demande aussi des subsides pour pouvoir améliorer cette machine, pour pouvoir en créer d'autres. Et en fait, c'est un inventeur en herbe, hein, donc il vient proposer ses inventions. Et le papa d'Edith, ça ne l'intéresse pas parce qu'il trouve que c'est un opportuniste et il le jette. Thomas, qui est venu avec sa sœur Lucille, s'incruste, ils viennent aux soirées, veulent vraiment se faire remarquer par le papa et ils sont toujours présents, quoi. C'est vraiment des opportunistes qui viennent, qui s'incrustent, ils veulent vraiment se faire remarquer alors que on voit qu'ils n'ont pas le sou, on ne le comprend pas directement, ils ont vraiment besoin de cet argent. Et quand Edith le rencontre à nouveau, il se passe un truc entre eux, ils sont attirés l'un envers l'autre, mais on comprend vite que lui c'est plus par intérêt. Et le père le remarque, donc alors que Edith elle a quand même un soupirant qui est un de ses amis, Alan, qui revient, qui est médecin, qui ne rêve que de l'épouser, mais ça ne l'intéresse pas. Maintenant, elle ne voit plus que Thomas, ce nouvel inventeur, ce nouvel ingénieur qui vient de débarquer dans leur ville. Donc, ils font plus ample connaissance et le papa, ça ne lui plaît pas. Donc il ne veut pas que sa fille ait quoi que ce soit à voir avec ce gars dont il n'a aucune confiance. Il les appelle lors d'une soirée, lui et sa sœur, dans son bureau, et il leur dit, voilà, je connais la vérité sur vous, si vous ne voulez pas que je la divulgue, parce que c'est genre un secret, si vous ne voulez pas que je la divulgue, eh bien partez, je vous fais un chèque, mais partez, fuyez, ne restez plus autour de ma fille, fuyez. Donc ils acceptent le chèque en se disant c'est pas mal et ils font mine de partir. Simplement, le lendemain, on retrouve le papa d'Edith mort dans son club. Il a été assassiné sauvagement et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle voit la dépouille de son père, elle est vraiment choquée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réfugie dans les bras de Thomas. Mais elle ne sait pas, que son père ne voulait pas qu'elle le voie. Elle ne savait
savait rien de ce que son père avait découvert avec Alan, donc elle est un peu prise au dépourvu. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Edith, elle a la faculté de voir les morts. Donc c'est le côté horrifique de ce film. Elle voit des morts, mais des morts vraiment terrifiants qui viennent lui parler, et elle voit le cadavre de sa mère. C'est pas qu'elle voit les morts sous leur forme normale telle que nous. Elle voit les morts en décomposition telle qu'elle se les imagine, et il arrive et il lui donne des messages, et le message que sa mère lui donne tout le temps, c'est « Méfie-toi de Crimson Peak ». Mais elle ne sait pas ce qu'est Crimson Peak, personne ne le sait, et elle se dit j'ai des hallucinations, j'ai des frayeurs, ce sont des cauchemars, donc voilà, on a ces petits passages horrifiques au-delà de la romance du 19e, enfin du 20e même. Donc Thomas, il profite de sa détresse pour l'épouser. Comme ça, il se dit, je vais gérer sa fortune, je vais hériter de sa fortune en tant que mari d'Edith, et il l'emmène dans son château, dans son manoir plutôt, en Angleterre, qui est un manoir totalement délabré. Dès qu'on entre dans l'antichambre, on voit carrément le ciel parce que la toiture est délabrée, c'est une catastrophe, il y a de la poussière partout, et alors c'est un manoir qui est construit sur un terrain désertique rempli d'argile rouge, donc tout est rouge comme s'il y avait du sang partout, et elle s'y plaît parce que elle vient d'un manoir où il y a le luxe, où tout était gérée par des gens de maison, et là elle se retrouve avec juste Lucille, Thomas, elle, et quasiment pas d'eau chaude. Enfin c'est vraiment le manoir en décomposition, et elle s'y plaît parce qu'elle est avec son mari, mais il ne se passe rien entre eux, et on voit qu'il y a une drôle de relation, on comprend qu'il y a une drôle de relation entre sa sœur et lui, et on comprend pas très bien cette relation. On se dit mais est-ce que c'est sa sœur, est-ce que c'est sa femme? On comprend pas trop bien cette relation qu'il y a entre ses frères et sœurs, et on a un doute sur une relation incestueuse tout le long. Enfin je ne vais pas vous en dire plus, mais on a vraiment ce doute, et elle continue à voir ces morts qui lui disent mais méfie-toi de Crimson Peak, jusqu'au jour où elle découvre ce qu'est Crimson Peak grâce à tous ces morts qu'elle commence à voir de plus en plus nombreux dans la maison et qui la mettent sur certaines voies. Et en fait elle découvre le secret de ce frère et sœur, donc de Lucille et Thomas. Ils ont plusieurs secrets et ils n'ont qu'un seul but, et ça vous le découvrirez à la fin. Et en fait, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler, mais vous comprendrez vraiment ce lien qu'il y a entre eux, et pourquoi Thomas l'a épousée vraiment. Et c'est vraiment une histoire magnifique qui est super bien réalisée. C'est une grande histoire d'amour, et je vous conseille vraiment, parce que même si vous n'aimez pas les films d'horreur, moi j'ai horreur des films d'horreur, mais au-delà de ça, Guillermo del Toro, c'est pas de l'horreur, j'avais envie de dire c'est de l'horreur fantastique, c'est de l'horreur qui apporte quelque chose vraiment au film. C'est pas de l'horreur juste pour dire qu'il y a de l'horreur, c'est vraiment quelque chose tel que le vit Edith, et j'ai trouvé ça super bien réalisé. C'est un film magnifique que je vous conseille vraiment, et si vous le regardez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Et si vous aimez Guillermo del Toro, il y a les livres donc de Guillermo del Toro, et aussi tous ces films, allez les voir, c'est vraiment magnifique. Bon, vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai vraiment adoré. Je vais arrêter d'en parler parce que je vois que je suis déjà à 9 minutes de vidéo, donc je vais continuer sur le deuxième film. Le deuxième film, c'est Obsession secrète. C'est un film qui ne m'a pas convaincu du tout. C'est un film que je n'ai pas aimé parce qu'il était beaucoup trop prévisible, et le jeu d'acteur n'était pas très convaincant. Donc c'est une histoire où l'histoire commence quand on voit Jennifer fuir quelqu'un en pleine nuit. Elle fuit, elle a peur, et en fuyant, elle se fait renverser par une voiture et elle se retrouve amnésique à l'hôpital. Donc c'est un scénario classique qu'on retrouve souvent dans beaucoup de films. Et là, on voit son mari qui arrive et qui est là avec elle. Et elle ne se souvient vraiment pas du moment qu'ils ont connu.
et donc il est toujours présent avec elle et il la ramène chez lui. Il y a des photos d'eux, mais elle se souvient vraiment de rien. Tout ce dont elle se souvient sont des flashs où on essaye de la tuer dans cette maison. Et c'est très prévisible, hein. Je suppose que vous imaginez la suite. Est-ce que son mari est vraiment son mari? Et tout part de là, mais j'ai peut-être lu trop de Mary Higgins Clark pour avoir déjà deviné la fin 10 minutes après avoir démarré ce film. Et je vous dis, le jeu d'acteur n'était pas très convaincant, donc c'est un film que j'ai regardé jusqu'au bout, juste pour voir si je ne me trompais pas dans mes déductions, et non, je ne m'étais pas trompée. Donc quelque part, j'ai ce sentiment d'avoir un peu perdu mon temps en regardant ce film, et il y a aussi des choses qui m'ont paru bizarres parce qu'on voit des personnages qui ont un rôle à un moment et qu'on ne voit plus après, donc on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés à ce moment-là dans ce film, comme par exemple cette personne qui vient offrir des fleurs à Jennifer et qui se fait assassiner ensuite. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle incidence il a sur l'histoire, ni quel lien il a avec elle, donc ça c'est un peu dommage. C'est un film qui pour moi n'est pas abouti, je dirais que c'est un film qui a été fait en vitesse et il manque beaucoup d'éléments pour que ce soit un bon film. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. J'aimerais quand même avoir votre idée dessus parce que c'est rare quand je n'aime pas quelque chose. Enfin, généralement j'arrête et ce film-là, non quoi. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Et le troisième, c'est Nos vies après eux. Et celui-là, c'est un film que j'ai apprécié, que j'ai pas adoré, mais que j'ai apprécié. C'est un film qui m'a fait sourire, qui fait lâcher prise. C'est une petite histoire sympa. Ça m'a fait un peu penser aussi à Sex and the City, cette histoire de copinage, de filles qui sont vraiment soudées. Et en fait, c'est l'histoire ici de trois mères qui sont amies depuis que leurs enfants sont petits et qui continuent à se voir lors de la fête des mères, et leurs enfants qui ont grandi vivent à New York et elles se retrouvent seules dans leur ville. Elles n'ont même pas de message de fête des mères. Elles sont vraiment des mères qui sont oubliées, comme si elles n'avaient jamais existé pour leurs enfants. Et après un bon bourbon, quoi, elles en ont marre et elles décident d'aller à New York à la rencontre de leurs enfants, de voir comment ils vivent. Et là, chacune est lâchée chez son fils. Donc la première, elle va chez son fils qui est en fait directeur artistique d'un magazine, et elle vient chambouler sa vie. De même que la deuxième, elle va chez son fils qui est gay. Elle apprend qu'il est gay, donc il vit en colocation avec d'autres gays et elle va devoir accepter ça. On voit aussi qu'elle va devoir accepter le fait que elle parle toujours d'elle, qu'elle ramène tout à elle. C'est en fait un peu une prise de conscience de ses mères. Et la troisième, elle veut absolument ce qu'il y a de meilleur pour son fils, qu'il épouse telle ou telle fille. Et en fait, elle se rend compte que à force de toujours lui dire que tout ce qu'il fait c'est mal, il doute toujours de lui et qu'elle lui gâche la vie. Et donc ces trois mères bouleversent un peu les habitudes de leur fils, qui doivent aussi se réadapter parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'être en compagnie de leur mère pendant quelques jours, et surtout chez eux, c'est totalement différent parce que quand on est un homme qui vit seul, forcément on a ses petites habitudes et elles viennent tout chambouler. Et à un moment, l'une d'elles décide d'aller à une soirée où son fils est, et là son fils la voit, elle se fait relooker et tout, elle se fait recoiffer, et là son fils la voit comme quelqu'un de différent, et il veut absolument la remettre chez lui pour qu'il lui arrive rien. Il veut pas qu'on sache que c'est sa mère, il veut qu'elle redevienne sa mère. BCBG, classique, pas cette femme qui danse sur la piste et qui attire l'attention. Non, il veut retrouver sa mère, donc il la met dans un taxi, et elle, au lieu de se faire accompagner, elle se fait déposer dans une pizzeria où elle donne rendez-vous aux autres, ses deux autres copines, et là elles se retrouvent et elles font la fête en soirée, et elles se retrouvent toutes les trois dans la chambre d'hôtel à dormir. Et là le lendemain matin, les trois garçons viennent et leur disent de partir. Et à partir de ce moment-là, elles se rendent compte qu'elles ont fait plus de tort que de bien dans la vie de leurs enfants, et chacune d'elles va dire au revoir à ses enfants, et elle retourne. Mais en fait,
cette partie-là, elle est plus dure parce que elles se disent, enfin il y en a une qui apprend qu'en fait elle est grand-mère sans être grand-mère puisque son fils a fait un don de sperme à des lesbiennes et elle n'a aucun droit sur cet enfant qui est en fait le sien puisqu'elle est grand-mère, et à partir de là elle commence à déconner, enfin elle continue je vais dire à tout ramener à elle, et là ses deux copines en ont marre et lui disent ces 4 vérités, et là ben, leur amitié éclate. Un événement survient 1 an après, je ne vais pas vous dire lequel parce que c'est le dénouement de l'histoire, et elles vont être amenées à se retrouver à nouveau, et je vous laisse voir la fin, je vous laisse découvrir ce qui va se passer et comment ça se termine. Et c'est un film que j'ai apprécié, c'est un film où il n'y a pas de prise de tête, c'est un film où après le boulot, ben, on s'installe dans le canapé, enfin le soir bien entendu, après avoir soupé et tout, la journée est enfin terminée, on se cale dans le canapé, un bon thé, une bonne bougie, et là on passe un bon moment sans penser à rien, sans prise de tête, avec des petits sourires, et franchement j'ai vraiment apprécié ce film. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!